Ce coin sombre de votre jardin que tout le monde ignore, c'est peut-être l'espace de culture le plus prometteur que vous possédez. La plupart des jardiniers passent devant tous les jours sans jamais rien planter. Mais cachées dans cette ombre se trouvent 20 variétés de légumes qui non seulement y survivent, mais y prospèrent. Et le numéro 14, il m'a vraiment choqué. Pendant des milliers d'années, nos ancêtres n'ont pas cultivé leur jardin dans de vastes champs ouverts. Ils cultivaient des aliments dans des clairières, sous des arbres imposants, dans la lumière fraîche, et tachetaient des lisières de forêt. Le jardinage à l'ombre n'est pas un compromis. C'est en réalité ainsi que la majeure partie de l'humanité s'est nourrie. À un moment donné, on nous a dit que chaque plante a besoin de plein soleil. C'est tout simplement faux. De nombreux légumes ont évolué sous la canopée. Elles sont conçues pour une faible luminosité, et lorsque vous les cultiverez enfin là où elles doivent être, les résultats vous surprendront. Certaines choses que vous allez entendre vous paraîtront parfaitement logiques, mais quelques-unes vous laisseront véritablement sans voix. L'un de ces légumes développe en fait une saveur plus sucrée à l'ombre qu'il ne le ferait jamais au soleil. Une autre, que vous avez probablement déjà essayé de cultiver sans succès, n'est pas difficile du tout. Vous l'aviez simplement placé au mauvais endroit. Et le numéro 14 change complètement la façon dont les jardiniers expérimentés conçoivent l'ensemble de leur jardin. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. La laitue. La plupart des gens plantent la laitue dans la plate-bande la plus ensoleillée qu'ils ont, puis la voient devenir amère et monter en graines en moins de 2 semaines, se demandant ce qui a mal tourné. Voici ce qu'ils ignoraient. La laitue est cultivée à l'ombre depuis des milliers d'années. Les jardiniers persans le cultivaient sous les arbres fruitiers. Les jardins romains à cour intérieure l'entouraient le long de murs ombragés. Ils ne cherchaient pas à contourner une limitation, ils travaillaient avec la plante. En plein soleil, la chaleur signale à la laitue de paniquer. Elle pousse en hauteur, fleurit et devient immangeable presque du jour au lendemain. Mais à mi-ombre, cette réaction de panique ne se déclenche jamais. Les feuilles restent basses, tendres et sucrées, parfois des mois de plus qu'une culture en plein soleil. Scientifiquement parlant, la laitue prospère lorsque la température du sol reste fraîche. Shade fait exactement cela. Moins d'évaporation, moins de stress. Une humidité plus constante au niveau des racines. En pratique, la conclusion est simple. Plantez votre laitue sous des cultures plus hautes, le long d'une clôture exposée au nord, ou sous la canopée d'un arbre. Vous récolterez les jeunes pousses de salade du printemps jusqu'au début de l'automne. La laitue n'a pas besoin de votre endroit le plus ensoleillé. Elle a besoin de votre endroit le plus sage. Numéro 2. Les épinards. Les épinards et l'ombre forment un duo naturel que les anciens agriculteurs chinois avaient compris il y a plus de 1000 ans. Des textes agricoles historiques de la dynastie Tang recommandent spécifiquement de cultiver les épinards à l'ombre de plantes plus hautes. Voici pourquoi. Les épinards sont originaires des régions montagneuses plus fraîches de l'ancienne Perse. Il a évolué dans une lumière filtrée, parmi les rochers et une végétation plus dense. Dès que les températures grimpent et que la lumière du soleil s'intensifie, les épinards perçoivent cela comme une menace et se mettent à produire des graines en abondance. Passez-le à l'ombre partielle et vous changez complètement la donne. La plante se détend, ses feuilles s'élargissent pour capter la lumière disponible. Sa saveur s'adoucit car elle ne produit plus de composés de stress défensif. Les épinards cultivés à l'ombre sont nettement plus tendres, plus savoureux et se conservent beaucoup plus longtemps au jardin. Au lieu d'une récolte intense en 2 semaines, vous obtenez une production lente, généreuse et continue tout au long de la saison. Si les épinards vous ont déjà donné du fil à retordre, ce n'est pas vous qui avez mal cultivé la plante, c'est simplement que vous lui avez donné trop de soleil. Numéro 3. La roquette. La roquette cultivée en plein soleil est piquante, agressive et monte en graines en 3 semaines.
La roquette cultivée à l'ombre a un goût de noisette, complexe et produit pendant des mois. Même plante, expérience complètement différente. La roquette est originaire des lisières de forêt et des oliveraies méditerranéennes. Les agriculteurs italiens la plantaient entre les cultures plus hautes, comme légumes-feuilles à croissance rapide, non pas par obligation, mais parce qu'ils avaient découvert que sa saveur était ainsi supérieure. À l'ombre, la roquette ralentit sa croissance, et c'est exactement ce dont elle a besoin. Les composés responsables de cette sensation de brûlure poivrée ne se développent tout simplement pas de la même manière sans une lumière et une chaleur intense pour les déclencher. Vous pouvez semer la roquette en succession toutes les 2 semaines dans une plate-bande ombragée et ainsi obtenir une récolte continue tout au long de la saison. Une fois que vous aurez goûté la différence, la roquette du supermarché ne vous satisfera plus jamais. Certaines des meilleures saveurs de votre jardin vous attendent dans les espaces que vous avez négligés. Numéro 4. Le chou frisé. Le chou frisé a la réputation d'être coriace, amer et difficile à apprécier. Mais cette réputation lui a été attribuée dans de mauvaises conditions de culture. Les agriculteurs écossais ont découvert il y a des siècles que le chou frisé cultivé le long des murs de pierre, à l'ombre partielle des bâtiments de la ferme, était nettement plus tendre et savoureux que le chou frisé cultivé en plein champ. Le chou frisé d'automne, qui pousse dans une lumière naturellement déclinante, a toujours été considéré comme le meilleur. Il ne décrivait pas une coïncidence, il décrivait un phénomène biologique. En plein soleil, le chou frisé subit un stress thermique. Elle produit des composés défensifs pour se protéger. À l'ombre, ces défenses se relâchent. Les feuilles deviennent presque beurrées. Le goût que les gens évitent dans le chou frisé disparaît tout simplement. Voici quelque chose qui surprend les gens. Le chou frisé cultivé à l'ombre est en réalité plus nutritif. La plante produit davantage de chlorophylle pour compenser la diminution de la luminosité, ce qui augmente la concentration de composés bénéfiques dans chaque feuille. Le chou frisé que vous avez toléré en plein soleil et celui que vous cultiverez à l'ombre sont des légumes presque totalement différents. Numéro 5. La bête accarde. Les moines des monastères médiévaux étaient d'excellents jardiniers, et ils plantaient toujours les blettes à l'ombre, non pas par manque de place, mais parce que l'expérience leur avait appris que c'était là qu'elles poussaient le mieux. Les ancêtres sauvages de la bête accarde poussaient le long des côtes méditerranéennes brumeuses. La lumière filtrée et une humidité constante constituaient leur environnement naturel. Lorsque vous recréez ces conditions dans votre jardin, la bête accarde répond avec une générosité extraordinaire. En plein soleil, ses grandes et belles feuilles vous desservent. Elles transpirent d'énormes quantités d'eau, nécessitant une irrigation quasi constante. À l'ombre, les besoins en eau diminuent de près de moitié. Les feuilles restent croquantes et éclatantes. Les tiges colorées développent en réalité une pigmentation plus intense, car elles ne sont pas blanchies par une lumière directe et constante. La bête accarde cultivée à l'ombre demande moins d'entretien, est plus belle et produite plus longtemps. C'est une culture rare qui produit davantage de tout ce que vous désirez lorsque vous lui donnez moins de ce que vous pensiez qu'elle avait besoin. Numéro 6. Bok choy et légumes verts asiatiques. Ces cultures ne se contentent pas de tolérer l'ombre. Elles ont été sélectionnées pour cela au cours de siècles de culture délibérée dans les systèmes traditionnels de jardins forestiers chinois. Les manuels agricoles de la dynastie Song décrivent des dispositions de plantation précises où le bok choy, le mizuna et le tatsoi étaient intentionnellement placés à l'ombre des cultures plus hautes. Il ne s'agissait pas d'improvisation, mais d'une conception sophistiquée et intentionnelle. En plein soleil, les légumes asiatiques montent en graines presque immédiatement. Elles deviennent piquantes, amères et coriaces. À mi-ombre, elles deviennent douces, tendres et sucrées. La version de ces légumes que vous avez réellement envie de manger. L'avantage pratique est énorme.
Un parterre ombragé de légumes verts asiatiques variés peut permettre des récoltes répétées pendant des mois. Planter une seule fois, récolter à répétition, et savourer des saveurs que la culture en plein soleil ne peut tout simplement pas produire. La sagesse ancestrale inscrite dans ces récoltes n'attend que de vous servir, si vous êtes prêt à la suivre. Numéro 7. La coriandre. La coriandre est la culture qui a eu le plus de déconcertation chez les jardiniers enthousiastes. Les gens la plantent, elle monte en graines au bout de 2 semaines, et ils en concluent qu'ils ne peuvent tout simplement pas la cultiver. Ils en sont capables, ils le cultivent simplement au mauvais endroit. Dans l'Égypte antique, les agriculteurs cultivaient la coriandre à l'ombre des palmeraies. Les jardins persans médiévaux l'abritaient sous de plus hautes herbes et des arbres fruitiers. Pendant des milliers d'années, et dans des dizaines de cultures, la coriandre a été considérée comme une herbe d'ombre. En plein soleil, la coriandre interprète la chaleur et la lumière intense comme un signal pour se reproduire immédiatement. C'est ce genre de blocage que vous ne cessez de ressentir. À mi-ombre, ce réflexe de survie ne se déclenche jamais. La plante reste en phase de croissance foliaire productive pendant des mois. La saveur s'intensifie, et ce côté savonneux que certaines personnes n'apprécient pas est en partie une réaction au stress due à une exposition excessive au soleil. Elle s'assombrit considérablement. Mettez votre coriandre à l'abri du soleil. L'herbe que vous recherchiez était là, tapie dans l'ombre, depuis tout ce temps. Numéro 8. Le persil. Les jardiniers grecs et romains avaient un dicton discret. Le meilleur persil poussait toujours dans les endroits les plus abrités. Ils l'ont délibérément placé dans des coins abrités et ombragés, non pas comme une idée de dernière minute, mais par souci d'excellence. Les ancêtres sauvages du persil poussaient dans le sous-bois des maquis méditerranéens. Lumière filtrée, sol plus frais, humidité modérée, voilà les conditions pour lesquelles le persil a évolué. Exposez-la de force au plein soleil, et elle réagira par des tiges ligneuses, une saveur diminuée et un lent déclin. À mi-ombre, le persil produit des feuilles plus grandes, plus douces et plus aromatiques. La plante canalise son énergie vers les feuilles, plutôt que vers la gestion du stress. Étonnamment, le persil cultivé à l'ombre attire également moins de parasites. Une plante plus forte et moins stressée conserve de meilleures défenses naturelles. Le persil n'a pas besoin du soleil, il a besoin d'un abri. Et une fois que vous lui aurez donné cela, il vous le rendra généreusement tout au long de la saison. Numéro 9. La ciboulette. Il y a plus de 2000 ans, des herboristes chinois ont documenté que la ciboulette cultivée à mi-ombre possédait des qualités médicinales supérieures. Des analyses modernes ont depuis confirmé qu'ils n'avaient pas tort. La ciboulette cultivée à l'ombre présente des concentrations plus élevées de composés soufrés bénéfiques. En plein soleil, la ciboulette développe une saveur piquante, presque agressive, qui peut dominer un plat. À mi-ombre, sa saveur s'adoucit pour devenir délicate, légèrement sucrée. Le genre d'herbe aromatique qui sublime tout ce qu'elle touche. La ciboulette est originaire des climats plus frais, où les herbes, plus hautes, créent naturellement une ombre tachetée sur les plantes de la prairie. Ils ont évolué pour rivaliser pour la lumière, ce qui signifie qu'une réduction de la lumière ne les affaiblit pas. Cela les affine. Plantez votre ciboulette dans un endroit où elle bénéficiera de la lumière du matin et de l'ombre l'après-midi. Ce que vous récolterez aura un goût d'herbe complètement différent de celui des herbes que vous connaissez. Numéro 10. Menthe. La menthe survit presque partout, mais elle prospère à l'ombre. Et la différence entre une menthe qui survit et une menthe qui prospère, c'est la différence entre une garniture médiocre et une herbe profondément aromatique. La menthe s'est développée le long des berges des cours d'eau et en lisière de forêt. Humidité constante, lumière filtrée, sol frais. C'est son monde d'origine. Dans les jardins de la Rome antique,
des parterres de menthe élaborés étaient disposés à l'ombre des murs et des bâtiments. Les jardins des monastères médiévaux cultivaient de la menthe médicinale dans leurs coins les plus ombragés, précisément parce que l'ombre permettait d'obtenir une teneur en huile essentielle supérieure. En plein soleil, la chaleur dissipe les huiles mêmes qui font de la menthe un aliment si précieux. À l'ombre, ces huiles se concentrent, les feuilles foncent, le parfum s'intensifie, la saveur devient vraiment remarquable. Le coin le plus ombragé et le plus humide de votre jardin, ce n'est pas une zone à problème. Voilà un jardin de menthe qui ne demande qu'à voir le jour. Numéro 11. Les petits pois. Les jardiniers des cottages anglais ont planté des pois le long des murs exposés au nord pendant des siècles. Non pas parce qu'il manquait de meilleurs emplacements, mais parce qu'ils avaient appris, au fil des générations d'observation, que les pois protégés étaient plus performants que ceux exposés. Les pois sont avant tout une culture de saison fraîche. Elles sont originaires de la Méditerranée et d'Asie centrale, où elles vivaient durant des saisons de croissance plus fraîches et aux jours plus courts. Le soleil intense de l'été ne se contente pas de les stresser. Il met fin presque immédiatement à leur vie productive. Les gousses se durcissent, la douceur disparaît, la plante s'arrête de croître. À mi-ombre, et surtout à l'ombre l'après-midi, les pois continuent de produire pendant des semaines de plus qu'en plein soleil. Les gousses restent tendres, la saveur reste sucrée et la période de récolte s'allonge considérablement. Si vos pois ne poussent pas dans votre jardin, ce n'est pas à cause de votre sol ou du moment où vous les semez, c'est parce que le soleil met fin à la fête trop tôt. Numéro 12. Haricots nains. Le système des trois sœurs, maïs, haricots et courges, est l'un des systèmes agricoles les plus anciens et les plus performants jamais développés. Et voici un point que la plupart des gens négligent. Dans ce système, les haricots poussaient délibérément, intentionnellement, à l'ombre partielle des tiges de maïs. Les agriculteurs autochtones d'Amérique centrale savaient que les haricots cultivés à l'ombre poussaient plus longtemps, de façon plus régulière et avec une meilleure saveur que les haricots cultivés en plein champ. Il ne s'agissait pas d'essais et d'erreurs primitifs, mais de siècles de savoir-faire agricole accumulé avec soin. À mi-ombre, les haricots nains poussent plus lentement, mais leur cycle de croissance est plus long. Les gousses restent tendres pendant des jours au lieu de quelques heures. Les plantes résistent mieux aux parasites, car le stress thermique ne les affaiblit pas. La saveur s'intensifie pour devenir plus douce et plus complexe. Le système des trois sœurs a nourri des civilisations. Cela peut aussi nourrir votre famille. Numéro 13. Les radis. Les radis d'été, ces grosses variétés douces, sont complètement différents des radis de printemps à croissance rapide. Et leur histoire doit rester dans l'ombre. Le radis daikon japonais était traditionnellement cultivé sous les arbres fruitiers et à la lumière filtrée des rizières. Dans les jardins forestiers traditionnels coréens, les radis étaient cultivés à l'ombre légère comme culture fiable tout au long de la saison. Dans toute l'agriculture d'Asie de l'Est, les radis cultivés à l'ombre étaient considérés comme un produit de qualité supérieure, plus doux, plus croquant et plus polyvalent. En plein soleil, les radis d'été développent cette chaleur piquante et agressive qui les rend difficiles à apprécier frais. À mi-ombre, elles deviennent vraiment douces et légèrement sucrées. Les racines restent croquantes, sans devenir ligneuses ni moelleuses. Le don pratique est ici significatif. L'ombre permet de cultiver des radis tout l'été, chose que le plein soleil rend presque impossible. Une saison entière de radis doux et croquants, cultivés à l'endroit que vous pensiez inutile. Numéro 14. Brocoli. C'est celui-ci. Si vous avez déjà semé des brocolis avec enthousiasme et récolté de minuscules têtes amères montées en graines prématurément, vous n'avez rien fait de mal. Vous exposiez tout simplement trop de soleil, une culture d'ombre. Le brocoli a évolué dans les régions côtières méditerranéennes, caractérisées par une couverture nuageuse fréquente,
des températures fraîches et une lumière filtrée. Il est biologiquement programmé pour se redresser lentement dans des conditions de lumière fraîche et modérée. Le soleil intense et la chaleur n'accélèrent pas le processus, ils le ralentissent. La plante panique et produit prématurément avant que la tête ne soit correctement formée. Les agriculteurs italiens traditionnels cultivaient le brocoli à l'ombre des oliviers et des vignes précisément pour cette raison. Les brocolis protégés étaient plus gros, plus sucrés et bien plus productifs. À mi-ombre, le brocoli produit de belles et belles têtes. Les pousses latérales se poursuivent pendant des mois. La saveur devient douce et de noisette au lieu d'être amère et sulfureuse. Tout ce que vous pensiez être de votre faute, le soleil était le problème depuis le début. Numéro 15, chou-fleur. Au XIXe siècle, les maraîchers français ont créé des systèmes d'ombrage élaborés spécifiquement pour la culture du chou-fleur. Non pas par manque de soleil, mais parce qu'ils avaient découvert que les choux-fleurs cultivés à l'ombre se vendaient au prix le plus élevé sur le marché. Il était tout simplement supérieur à tous les égards mesurables. Le chou-fleur est le plus sensible à la lumière de tous les brassicacées. Trop de soleil, et les épis jaunissent, prennent une couleur rie et développent des goûts désagréables. Les variations de température en plein soleil provoquent la séparation des têtes, qui prennent cette texture granuleuse et peu appétissante que la plupart des jardiniers amateurs connaissent bien. À mi-ombre, le chou-fleur devient facile à cultiver. Les têtes se forment lentement et uniformément. Le blanc reste pur. Son goût est doux et sucré. La réputation capricieuse dont souffre ce légume disparaît presque entièrement. Le chou-fleur n'est pas forcément difficile à cultiver. Il a juste besoin d'être à l'ombre. Numéro 16, chou. Les traditions agricoles allemandes et polonaises mentionnent spécifiquement le chou d'ombre, cultivé à l'ombre partielle des arbres fruitiers ou des murs de pierre, comme étant le meilleur chou pour la fermentation en choucroute. Ils n'étaient pas sentimentaux. La texture légèrement plus ferme et la teneur en sucre mieux contrôlée du chou cultivé à l'ombre produisent des résultats de fermentation nettement supérieurs. En plein soleil, les choux se fendent souvent en mûrissant. Les poussées de croissance rapide déclenchées par la chaleur font que l'intérieur se développe plus vite que les feuilles extérieures. À mi-ombre, la croissance est lente et régulière. Les têtes se forment de manière compacte, uniforme et sans fissure. Les feuilles extérieures restent souples et tendres au lieu de devenir dures et coriaces. Le chou cultivé à l'ombre est meilleur à consommer frais, se conserve mieux et se prête mieux à la fermentation. Quel que soit le projet que vous envisagez pour votre chou, tout commence par le choix du bon emplacement. Numéro 17. Céleri. Le céleri est une plante des marais. Ses ancêtres poussaient dans des zones humides, entourées de hautes herbes et de roseaux qui créaient une ombre constante et une humidité permanente. Toutes les difficultés rencontrées par les gens pour cultiver du céleri en plein soleil proviennent directement du fait d'ignorer cette vérité fondamentale. Les agriculteurs de la Rome antique cultivaient le céleri dans des plates-bandes inondées et délibérément ombragées, près des murs et des bâtiments. Les jardins européens médiévaux la considéraient comme une culture spécialisée nécessitant une sélection d'emplacements très spécifique. La pratique moderne consistant à blanchir le céleri et à recouvrir les tiges de terre pour bloquer la lumière n'est qu'une tentative compliquée de recréer ce que l'ombre fait naturellement. À mi-ombre, et avec une humidité constante, le céleri se transforme. Les tiges deviennent épaisses et croquantes. La saveur devient douce et aromatique. Le céleri creux, fibreux et amer qui hante les jardiniers amateurs n'apparaît tout simplement pas. Cessez de lutter contre la nature du céleri. Donnez-lui de l'ombre et de l'eau, et laissez-le devenir ce qu'il a toujours été destiné à être. Numéro 18. Betteraves. Les agriculteurs russes et d'Europe de l'Est qui ont fait de la betterave une culture de base de leur civilisation
la plantaient souvent à mi-ombre, des tournesols et des grands plants de maïs. Il ne s'agissait pas de gestion de l'espace. Il s'agissait d'une démarche d'amélioration de la qualité délibérée, transmise de génération en génération. Exposées au plein soleil durant l'été, les racines de betterave développent ces anneaux concentriques résistants et une texture ligneuse. La saveur s'intensifie jusqu'à devenir presque médicinale. À mi-ombre, les racines poussent plus lentement, mais développent une saveur tendre et véritablement sucrée que la plupart des gens n'ont jamais connue avec une betterave cultivée à la maison. Et les légumes verts, sans doute plus nutritifs que les racines, sont transformés par l'ombre. Les fans de betteraves cultivées en plein soleil sont coriaces et ont une saveur prononcée. Les fans de betteraves cultivées à l'ombre sont tendres, douces et rivalisent avec les blettes pour le titre de meilleurs légumes-feuilles du jardin. Vous cultivez peut-être des betteraves depuis des années sans jamais avoir goûté à leur véritable potentiel. Numéro 19. Les navets. Les traditions agricoles écossaises et irlandaises consistaient à planter des navets le long des haies et à l'ombre partielle des murs de pierre, non pas par défaut, mais comme pratique privilégiée. Des générations d'observations leur ont appris que les navets cultivés à l'ombre étaient plus doux, plus sucrés et plus polyvalents que ceux cultivés en plein champ. En plein soleil, les navets arrivent à maturité rapidement et développent cette saveur piquante, presque agressive, qui rebute beaucoup de gens. Les racines deviennent moelleuses si elles ne sont pas récoltées au moment précis. À mi-ombre, la croissance ralentit. La saveur s'adoucit pour devenir vraiment agréable, suffisamment douce pour être consommée crue, suffisamment complexe pour servir de base à un plat mijoté. Et les légumes verts sont extraordinaires à l'ombre, tendres, doux et coupés et repoussent tout au long de la saison. Les navets ont été sous-estimés par les jardiniers modernes. Offrez-leur de l'ombre et ils vous rappelleront pourquoi des cultures entières en dépendaient autrefois. Numéro 20. Les carottes. Au XVIIIe siècle, à Paris, les maraîchers intensifs français utilisaient des toiles d'ombrage au-dessus de leurs planches de carottes pendant l'été. Il ne s'agissait pas de jardiniers en difficulté, travaillant dans de mauvaises conditions. Ils produisaient les meilleurs légumes du monde pour une clientèle des plus exigeantes. Et ils ont choisi délibérément de protéger leurs carottes du soleil. En plein soleil et dans un sol chaud, les carottes accélèrent leur cycle de croissance. Les racines restent courtes, développent cette arête caractéristique et la texture devient grossière. À mi-ombre et avec des températures du sol plus fraîches, les carottes poussent plus lentement. Les racines s'allongent, la texture s'affine et les sucres se concentrent au lieu de se transformer en composés de stress. Les agriculteurs japonais cultivaient des carottes sous des structures d'ombrage en bambou. Dans les jardins européens médiévaux, on les plantait sous les arbres fruitiers. Ce schéma se répète à travers les siècles et les continents. Vos parterres les plus ombragés ne sont pas ceux où les carottes peinent à pousser. C'est là que les carottes deviennent exceptionnelles. Si vous trouvez cela utile et que vous commencez à voir votre jardin d'un œil nouveau, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner. Chaque semaine, nous explorons des stratégies de culture que la plupart des jardiniers ignorent. Cela ne vous coûte rien, et cela aide davantage de personnes à trouver ce type de contenu. Continuons. Voici maintenant ce qui mérite qu'on s'y attarde. Chaque culture de cette liste a un point commun, et il ne s'agit pas seulement de sa tolérance à l'ombre. Chacune d'elles nous indiquait déjà ce dont elle avait besoin, par la montaison, l'amertume, le fendillement, le flétrissement et les récoltes décevantes. Les plantes ne défaisaient pas, elles communiquaient. Nous n'écoutions tout simplement pas. Le jardinage moderne nous a appris à lutter contre les conditions, à les modifier, à les corriger, à les imposer. Mais les jardins les plus productifs de l'histoire de l'humanité n'ont pas été créés par la force, mais par l'observation. Les jardins forestiers d'Asie, les jardins de cottage d'Europe du Nord,
les systèmes de polyculture indigène des Amériques. Chacun d'eux utilisait l'ombre de manière délibérée, intelligente et généreuse. Ce que ces civilisations ont mis des générations à apprendre par une observation attentive, vous le savez maintenant en une seule séance. Ce n'est pas rien. Il y a quelque chose de profondément profond dans tout cela. Nous dépensons tellement d'énergie à courir après les aspects les plus brillants de nos jardins et, honnêtement, de la vie. Nous partons du principe que plus de lumière, une exposition plus longue, une intensité plus élevée produisent toujours de meilleurs résultats. Mais la nature raconte une autre histoire. Certaines des choses les plus nourrissantes poussent lentement dans la fraîcheur et le calme du nombre partiel, loin de la concurrence, loin de la chaleur. Votre coin le plus ombragé n'était pas un défaut dans l'aménagement de votre jardin, c'était une invitation. Une invitation à cultiver différemment, à observer plus attentivement, à cesser d'imposer ce que vous pensez qu'une plante a besoin et à commencer à honorer ce qu'elle a toujours demandé. Les jardins les plus sages l'ont toujours compris. Voici la vérité qui change tout. Votre jardin ombragé n'a jamais été le problème. Ce sont vos attentes qui l'étaient. Les cultures que je vous ai présentées aujourd'hui ne sont ni des expériences, ni des compromis. Ce sont des variétés éprouvées, performantes et testées au fil du temps, qui ont nourri des civilisations entières, cultivées délibérément, intelligemment, exactement dans les mêmes conditions que les vôtres. Alors que les autres jardiniers luttent contre le stress thermique, les cultures montées en graines ratées et des programmes d'arrosage incessants, vous avez maintenant quelque chose qu'ils n'ont pas. Vous avez des connaissances. Parcourez à nouveau votre propriété. Regardez ces coins ombragés d'un œil complètement différent, car ce que vous considériez autrefois comme de l'espace perdu est en réalité le plus grand atout inexploité de votre jardin. Votre couleur de peau n'est pas une limitation. Elle ne l'a jamais été. Alors, dites-moi, lequel de ces vins vous a le plus surpris? Peut-être s'agissait-il de brocolis, peut-être de carottes, ou peut-être en cultiviez-vous déjà un à l'ombre, sans vous rendre compte pourquoi il poussait si bien. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je les ai tous lus. Et si cette vidéo a changé votre regard sur votre jardin, abonnez-vous. Chaque semaine, nous découvrons des vérités que la plupart des jardiniers ignorent.